Et puis nous avons le journaliste Valentin Bougang, je vais bien prononcer. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant donc de commencer les échanges, je vous propose ce rappel de Yéli Traoré sur la situation en Guinée. Des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti ce dimanche matin dans le centre de Conakry, théâtre d'une probable tentative de coup d'État menée par des militaires en proie depuis des mois à une grave crise économique et politique, ont rapporté plusieurs témoins. Les forces spéciales du pays ont affirmé avoir arrêté le président Alpha Condé et dissoudre les institutions dans une vidéo. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Une vidéo provenant d'une source militaire montre un dialogue entre le président guinéen Alpha Condé et un soldat, corroborant l'hypothèse d'une arrestation du président par les putschistes. De son côté, le ministère de la Défense a affirmé dans un communiqué que les insurgés avaient semé la peur à Conakry avant de prendre la direction du palais présidentiel, mais que la garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants. Alors, chers invités, comment peut-on qualifier la situation en Guinée? Sommes-nous dans une situation de coup d'État? Quel est le nom qu'on peut donner à la situation qui prévaut en ce moment? Atu Banga? Bon, je pense que par rapport aux événements de la journée, à ce moment où nous parlons, on peut affirmer qu'il y a coup d'État, puisque le président est détenu par les putschistes. Les institutions ne fonctionnent pas, elles ont été dissoutes. Pour l'instant, je pense que les putschistes ont pu se rendre à la télévision, faire un communiqué, parader dans la ville. Donc les choses semblent vraiment entendues à cette minute-là, d'autant plus que les organisations de la communauté internationale, l'ONU, même si dans son communiqué, la CEDEAO parle de tentative de coup d'État, elle parle plus tard de retour à l'ordre constitutionnel, ce qui peut être un peu ambivalent. Je pense que là, on est vraiment dans un coup d'État, à moins que dans la soirée, certaines unités qui sont restées fidèles à Alpha Condé se manifestent. Mais pour l'heure, je pense que les choses semblent entendues. Un retour est très hypothétique. Professeur Dion, c'est un avis que vous partagez. Le ministère de la Défense dit semble avoir le contrôle de la situation, si on s'en tient à la déclaration qui a été faite. Mais quand le chef de l'État est aux mains des putschistes, quand ces putschistes traversent toute la ville, vont à la télévision nationale, font une déclaration et ont la matérialité du terrain en main, je ne sais pas comment on peut parler d'une situation qu'on a renversée. Apparemment, ce que nous voyons là, à partir du moment où le chef de l'État est entre les mains des militaires, il y a une situation quasi exceptionnelle. Donc, pour le moment, c'est une situation de coup d'État. Nous sommes forcément obligés de le reconnaître. Valentin Bougang, vous êtes spécialiste des questions internationales. Quel est votre avis? Oui, mon avis sur le sujet, c'est qu'on est dans une situation encore confuse à l'heure où nous parlons, puisque même les images dont nous disposons, bon, c'est vrai que certains les ont authentifiées, on n'en sait pas plus. On a des images provenant de ceux qui sont présentés comme étant des putschistes. Et puis on a la déclaration du ministère de la Défense qui dit le contraire. Donc n'étant pas sur place, on est obligé d'attendre la suite des événements pour corroborer ou infirmer, pour corroborer le coup d'État s'il a eu lieu, ou alors l'infirmer s'il a échoué. Je pense que, comme le disait le professeur Dion tout à l'heure, eh bien, on est peut-être en attente du côté des forces armées régulières, en attente peut-être d'une réaction. Va-t-elle arriver? Ça semble assez difficile, vu la facilité assez déconcertante avec laquelle les présumés putschistes se sont emparés du président. Encore une fois, si on se fie aux images. OK. Avant donc de continuer ces échanges, j'aimerais que nous puissions écouter ce témoignage de Badé Aboulaye, qui est entrepreneur, qui est guinéen et qui est en Guinée en ce moment, qui décrit un peu ce qui se passe, comment il vit cette situation. Ce matin, les habitants de Conakry s'y sont réveillés avec des coups de fusil aux environs de 8 heures. Ainsi, à travers les réseaux sociaux, d'autres aussi sont informés.
et les appels de rester à la maison sont répartis partout parce que les coups de fusil continuaient partout. Aux alentours de 10 heures, on a appris que les militaires, les forces spéciales ont arrêté le président. Depuis que ça, les coups de fusil ont arrêté, on n'entendait plus des coups de fusil. C'était des militaires, les voitures de militaires qu'on voyait marcher seulement. Et tout le monde, les gens étaient terrés, chacun restait à la maison. Ensuite, les forces spéciales dirigées par le colonel Doumbouya ont fait des déclarations à la télé. Après cette déclaration, les populations sont partagées dans des endroits, disons, des fiefs, là où les partisans du président, là-bas, c'est calme, les gens ont peur, et puis c'est calme, les gens sont dans la maison. Dans les autres banlieues, disons, fiefs de l'opposition, certains sont dans la rue, ils ont même accompagné le colonel pour aller faire sa déclaration à la RTG, donc il y a une joie de l'autre côté. Actuellement, c'est ce qui se passe ici. Pour le moment, le colonel rassure que tout va être dans les bonnes conditions. C'est ce que nous espérons. C'était donc le témoignage d'un Guinéen sur place du nom de Badé Abdoulaye, qui est entrepreneur. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur les événements. Pour vous, est-ce que c'était prévisible quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce qui s'est passé en Guinée ces derniers temps? Est-ce que c'était une situation qui était prévisible, professeur Dion? Avant de dire si cette situation était prévisible, il faut dire déjà que, en tant qu'Africains, ça nous rend triste de voir de telles scènes. Au moment où de vastes problématiques se posent à nous, en termes de développement, en termes de climat, en termes d'éducation de nos enfants, en termes de gestion du Covid, nous sommes encore, combien d'années après, en train d'assister à des scènes qui sont en principe d'une autre époque. Est-ce que la situation était prévisible? Nous avons suivi ensemble les tensions. Okay. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Guinée, ça n'est pas tellement nouveau parce que c'est le quotidien de beaucoup de pays africains. Quand on va tout à l'heure sans doute aborder la question des raisons de ce coup d'État, nous verrons que c'est pratiquement les mêmes problèmes qu'on voit dans notre sous-région. Des problèmes de gouvernance, des problèmes de mauvaise gestion des élections, des problèmes de constitution qu'on touche ou qu'on ne touche pas. Donc on peut toujours dire que petit à petit, chaque année qui passe, il y a des frustrations. Il y a des frustrations qui sont contenues, mais qui s'accumulent. Et puis, finalement, on a toujours dit que la frustration, c'est le levier archimédien qui soulève et qui renverse les sociétés. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir. OK. Valentin Bongang. Oui, je pense sur le sujet, est-ce que c'était prévisible ou pas? Si on s'en tient au gouvernement qui vient d'être, en guillemets, renversé, eh bien, c'était la sérénité jusqu'à hier encore. Bon, les gouvernants paradaient encore. Il faut dire que M. Condé aussi a eu quand même une forme de gouvernance assez atypique, assez insolite par moments, marquée très souvent par une forme d'arrogance vis-à-vis de l'opposition et autres. Tout ceci est venu accentuer, en tout cas, les tensions politiques qui étaient vives. Et puis, il faut savoir qu'on est dans un pays déjà où la culture de la violence politique s'est établie, même depuis la colonisation, la culture du coup d'État qui a été installée en Guinée même par le colon, puisque le premier régime issu de la décolonisation, le régime de M. Sékou Touré, a eu maille à partir, a passé pratiquement l'essentiel du temps à lutter contre les coups d'État, les tentatives de coups d'État fomentées par l'extérieur, notamment par l'ancienne puissance coloniale. Donc il y a cette culture de la banalisation de la violence politique qui est déjà installée, incrustée en Guinée, qui vient donc s'ajouter à des questions de gouvernance, à des questions de conflits électoraux mal gérés et autres qui ont donc dégénéré pour amener à ce coup d'État. Arthur Bonga. Ouais, moi, je pense d'abord tout coup d'État se condamne avec la plus grande fermeté. Et donc, c'est à condamner, c'est condamnable. C'est même dommageable. Et quand on élargit, regardez, sur cette année, on est au 3e coup d'État en Afrique noire. Mali 2 fois d'ailleurs, Tchad et aujourd'hui Guinée. En 2021, je pense que c'est encore plus grave d'avoir. C'est un grand recul. Bon, recul, est-ce qu'on est une fois sorti? C'est ça la vraie question. Okay. Est-ce qu'on a réussi à faire ne serait-ce qu'une année ou 5 ans sans coup d'État en Afrique noire? C'est un problème. Passer la condamnation, il faut maintenant analyser les choses avec plus de sérénité. Et je rejoins mes prédécesseurs. En Guinée, on est d'abord dans une situation
extrêmement tendu. Et en aucun moment, on a eu, Valentin parlait d'arrogance, en aucun moment on a eu un moment d'apaisement. On n'a jamais vu, comme on a pu le voir chez nous, la photo Ouattara Bédié, Ouattara Gbagbo, Gbagbo Bédié qui a apaisé, non, entre Dalen Diallo et Alpha Condé, c'était toujours d'attention. La répression, aujourd'hui, dans notre pays, on a eu malheureusement des morts, mais qui n'ont jamais été liés à la répression militaire. Ce n'était pas le cas en Guinée. C'est-à-dire qu'en Guinée, on a une situation particulière qui était trop tendue et en aucun moment on a eu l'impression de baisser les choses. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà une crise entre l'attente entre ces forces spéciales et le gouvernement. Par rapport au fonctionnement des forces spéciales, par rapport à leur place dans le dispositif, elles souhaitaient une certaine autonomie et des soupçons déjà commençaient à peser sur le colonel Doumbouya. Et d'aucuns disaient qu'on s'apprêtait même à l'arrêter. Donc déjà la relation politique entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire, spécifiquement les forces spéciales, posait aussi problème dans cette Guinée-là. Donc c'est un ensemble qui, on ne pourrait pas dire prévisible, parce que Valentin l'a signalé, je pense que jusqu'à hier soir, les gens dormaient tranquilles, mais qui étaient des signaux alarmants sur la situation qu'on pouvait avoir en Guinée. Pour me résumer, une situation qui n'a jamais su se détendre. Et on reviendra certainement sur les causes profondes, comme le professeur Dion disait, de cette situation. Le temps pour nous de rejoindre le journaliste Tongba Zakari, journaliste d'Espace TV en Guinée, pour qu'il puisse nous décrire la situation, ce qui se passe en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous comment se passe la situation en Guinée en ce moment. Quelle est l'évolution? Écoutez, je pense qu'il faut présenter les faits à partir même du découpage administratif du pays, avec un intérieur du pays qui est plutôt observateur passif de ce qui est en train de se passer sur Conakry. Mais aussi, à partir de Conakry, il faut savoir qu'il y a une commune qui abrite à la fois tout l'arsenal administratif et les affaires donc, du pays. C'est donc Kaloum, où il y a également le siège du pouvoir politique, donc le palais présidentiel où habitait M. Alpha Condé. Du coup, depuis 4 heures, c'est ce qui fait que depuis 4 heures, c'est cette commune-là qui a fait le théâtre de tirs nourris. Cela a largement été dit, ce qui laissait le reste des communes, les 4 autres, en marge de cette situation, vu que la vraie rumeur sur ces tirs-là ne nous est parvenue qu'autour de 8 heures du matin, alors que ça durait déjà depuis 4 heures. Et donc, pour faire court, aux dernières nouvelles que nous avions, les tirs avaient cessé jusqu'à 17 heures. J'étais encore à l'antenne avec notre correspondant qui a pu rejoindre l'unité même, donc le comité national du rassemblement et du développement, qui nous a appris justement que le calme était revenu à Kaloum, au siège du pouvoir politique, où il se tenait autour de 16h-17h. Donc il y a une accalmie générale. Dans les artères de la capitale vers les autres communes, il y a de la circulation, une grande fluidité, du fait, bien entendu, que plusieurs populations soient restées à la maison. Voilà. Dites-nous, Monsieur Tongba, est-ce qu'à l'heure actuelle, on sait où se trouve le président Alpha Condé? Bien rusé qu'il saurait vous le dire. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est aux mains du Comité national du rassemblement et du développement. Notre correspondant a pu l'apercevoir. Il nous décrivait un président totalement effaré, pour reprendre ces termes. Il parlait d'un visage effaré et abattu. C'est ainsi qu'il a décrit le professeur Alpha Condé. Il était au milieu donc de ces éléments du groupe des forces spéciales, une de nos unités d'élite en République de Guinée. Et bien entendu, sur la base de toutes les déclarations et des images qu'on a pu voir, le président de la République, professeur Alpha Condé, est bien entendu aux mains de la nouvelle unité forte du pays. Merci pour ces informations. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a vu des vidéos, des images de population en joie. Est-ce que ce sont des images que vous confirmez? Est-ce que ces images sont bien de la Guinée? Effectivement, il y a eu pas mal de scènes de liesse
d'abord à Kaloum, non plutôt autour de j'ai envie de la station de la radio et télévision guinéenne, la RTG. C'est en quelque sorte le fief de l'opposition sur Conakry. Pas mal de scènes de liesse de ce côté. Et lorsque le colonel Mamadi Doumbouya, le commandant donc du groupe des forces spéciales guinéennes, s'est rendu à un autre camp militaire que l'on appelle Al-Fayaya, c'est autour de l'aéroport, il s'est donné un bain de foule, on l'a percevoir, saluant les masses. Et même sous le pied de notre immeuble, l'immeuble de la télévision et de la radio Espace, nous avons accueilli pas mal de Guinéens, toute une foule qui scandait des slogans en faveur de la nouvelle, des nouveaux hommes forts de Conakry. Zakari Tamba, dites-nous, et ce sera certainement ma dernière question, quelles sont les causes, les raisons de cette situation? Comment cette situation a pu être possible en Guinée? Rapidement, si vous êtes d'accord, je vous donne les dernières informations parce que le CNRD vient de prendre la parole sur les antennes de la télévision nationale. Okay. Il a pu annoncer un couvre-feu qui est instauré à partir de 20h. Il a pu, et ça c'est important de le dire, cette fois il s'est affiché avec tous les corps, plus ou moins, de nos forces de défense et de sécurité tout autour du colonel. Et puis il a lancé un appel aux troupes de l'intérieur du pays pour leur demander de rester sur place. Les choses devant évoluer, nous saurons bien entendu dans les jours à venir ce qui se passe. Sur les causes, vous me posiez la question, je pense qu'il faut les situer au moins à deux niveaux. Le premier niveau est un niveau politique. Pour la petite histoire, vous savez que le Front national pour la défense de la Constitution est vent debout contre le projet devenu réalité d'une nouvelle Constitution qui a ouvert la 4e République en Guinée, donc avec un 3e mandat que le président de la République s'est vu offert. Ça fait une opposition, un véritable front avec les acteurs politiques et ceux de la société civile qui ont fait plusieurs dizaines de morts, cette opposition-là. Et près de, ça c'est d'estimation de certains économistes, ils ont estimé les masses d'argent qui ont été dépensées à plus de 2000 milliards de francs guinéens. On se retrouve donc dans cette situation où l'État, qui fait déjà face à une crise sérieuse, est obligé ou est amené à devoir renflouer ses caisses. Je veux simplement rappeler que, bien entendu, le référendum et l'élection présidentielle ont dû être financés sur fond sur le budget national de développement. Première chose qui rend la gouvernance un peu délicate. Sur cette base-là, l'État est amené justement à opérer quelques réaménagements au niveau des recettes qui n'arrangent pas le commun des Guinéens. Et lorsqu'il y a une voix dissonante, des acteurs politiques sont emprisonnés, des acteurs de la société civile et même certains journalistes sont inquiétés. Il n'y a donc plus de dialogue possible. Il n'y a pas de voie de concertation qui puisse se créer. On se retrouve donc dans une situation où personne ne parle plus à personne. Ça, c'est une première chose à prendre en compte. Maintenant, sur la question économique, l'inflation devient galopante. Nous sommes à plus de 2 chiffres aujourd'hui en République de Guinée. Le prix du carburant, on voit qu'il y a une hausse à ce niveau de 2000 francs guinéens. Ce n'est pas rien. Lorsque vous savez que le SMIC est à 440 000 francs guinéens, c'est moins de, j'ai envie de dire, c'est autour de 20 000 francs CFA. 440 000 francs guinéens, c'est donc le SMIC. Vous vous retrouvez dans une telle situation. Le gouvernement décide, en plus de tout ça, d'opérer des coupes de l'ordre de 5% sur le salaire des fonctionnaires guinéens. C'est un peu de tout ça, justement, qui ne va pas plaire à la fois aux Guinéens qui, comme on le voit, saluent l'action qui a été prise jusque-là. Merci, M. Tamba, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Espace TV en Guinée. Alors, retour sur ce plateau, on voit un peu comment la situation a évolué, le couvre-feu qui a été instauré, cette apparition du CNDR accompagnée cette fois-ci de toutes les troupes, de tous les corps. Quel est votre sentiment, votre analyse de la situation maintenant ?
Non, déjà, apparaître avec les autres corps, c'est un vrai message à porter. Ça veut dire que... Il y a eu ralliement. Voilà, il y a eu ralliement. Déjà, il s'est déplacé au camp Alpha Yaya. Le camp Alpha Yaya, c'est le fameux camp Boiro qui a été rebaptisé, qui concentre aussi une bonne part des unités. Donc, on sent que dans la journée, il y a eu des discussions, des ralliements, ce qui renforce l'idée d'un coup d'État déjà acquis. Mais dans le communiqué qui vient de nous dire, ils demandent aux forces de l'intérieur de rester dans les casernes. Donc on va voir dans cette nuit quelle sera la réaction de ces forces et quelles sont les capacités réelles aussi en termes de résistance. Je pense qu'à demain matin, on sera fixé, mais on est bien parti, bien ou mal parti, c'est ce dont on se met pour avoir un coup d'État en Guinée. Professeur Dion? Oui, mais le décor qui vient de nous être campé, c'est édifiant. Il a touché les deux axes importants d'une gouvernance. L'aspect politique, fondé sur le dialogue. On a beau dire aux hommes politiques que la politique structure et organise la capacité des hommes à vivre ensemble. Voilà le fondement réel de la politique, organiser le vivre ensemble. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de confiance et s'il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas gouverner seul, sans parler avec les autres, alors qu'on doit structurer l'espace à partir de quoi on doit vivre avec les autres. Donc, quand on est dans un contexte qui n'est plus démocratique, c'est-à-dire où le peuple n'a pas le pouvoir, mais on est dans une monocratie où on est seul à faire ce qu'on veut, mais voilà les conséquences qui arrivent. Le deuxième aspect, c'est la gouvernance. Si les gens n'arrivent pas à se soigner, si les gens n'arrivent pas à manger, s'ils n'ont pas le salaire qui convient à toutes les tâches que les gens accomplissent dans la société, ils voient que leur pays est riche. Je crois que parlant de la Guinée, c'est Sékou Touré qui parlait de cette expression de scandale géologique pour dire que la Guinée est tellement riche en matière de sous-sol. Mais comment ça se fait que plusieurs années plus tard, des décennies plus tard, on en est encore à ce niveau, cette situation. à ce niveau. Alors, c'est ça qui est surprenant et tragique et dramatique. Alors, la question que je vais poser, certainement, commençons par vous. Vous êtes le seul journaliste sur ce plateau. Qu'est-ce qu'Alpha Condé, le président Alpha Condé, aurait pu faire ou aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, des choses qu'il aurait pu faire pour éviter d'arriver à cette situation, d'après vous? Oui, il aurait pu faire pas mal de choses en tant que président de la République. Le premier rôle du chef de l'État, c'est déjà d'organiser le consensus autour de lui, en tout cas de faire vivre les institutions républicaines, qu'elles puissent fonctionner normalement. On n'a pas assisté du tout à un fonctionnement régulier des institutions républicaines pendant ces 10 années et plus et demi de présidence à la tête de la Guinée. Il y a eu plutôt à chaque fois une sorte de fronde. Il y a eu beaucoup de frondes sociales, beaucoup de rejet de ces politiques, de ces mesures, notamment, encore une fois, donc, ce projet devenu réalité de révision de la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir sous le prétexte d'une nouvelle République. Alors c'est une situation qui est assez difficile et le professeur Dion parlait tout à l'heure du scandale géologique dont parlait à l'époque le président Sékou Touré. Eh bien, on est passé du scandale géologique qui aurait dû donc faire de la Guinée carrément une Suisse de l'Afrique, comme on le disait à l'époque. On est passé du scandale géologique à une tragédie africaine. Parce que ce qui se passe en Guinée, c'est une vraie tragédie. Parce que vous vous rendez compte que le professeur Alpha Condé, qui est aujourd'hui aux mains des poutistes, eh bien, c'est quelqu'un qui était considéré comme un grand démocrate. Il a passé des années dans l'opposition depuis Sékou Touré. Il a même été condamné à mort par contumace et autres. Donc c'était vraiment le soldat de la démocratie, le grand professeur, coutumier des grandes élites intellectuelles françaises. Lorsqu'il arrive au pouvoir, donc c'est auréolé de tout ce legs, de tout ce combat. On se dit, bon, enfin, c'est un démocrate qui arrive à la tête de l'État, dont les institutions démocratiques en Guinée, pour une fois, fonctionneront comme il se doit. Malheureusement, le professeur a viré de la démocratie à une forme d'autocratie où il était pratiquement sûr de lui, de tout, et il organisait tout, et il n'a pas fait, comme je disais, fonctionner les mécanismes qui doivent l'être dans une démocratie. Parce que dans une démocratie, ce n'est pas qu'il y a absence de conflit. Le conflit intervient toujours. Mais comment est-ce qu'il est? Quels sont les mécanismes, justement? Ces mécanismes, c'est déjà la concertation. Il y a des mécanismes au niveau des contre-pouvoirs, par exemple. Les contre-pouvoirs existent dans une démocratie pour éviter l'autocratie qui conduit à des situations de totale fermeture au dialogue. Donc, toute cette situation-là
en tout cas cette absence de fonctionnement régulier des institutions, où les comptes pouvoirs ont été caporalisés, réduits parfois au silence, ce bras de fer quasi permanent, parce que c'est depuis l'élection de 2010, comme vous le savez, c'était une élection également assez atypique, où entre le premier et le second tour, il y a eu 4 mois, où M. Condé avait 17% de voix au premier tour, et 4 mois après, il s'est retrouvé avec 57% de voix. Bon, malgré tout, on s'est dit, au sein de la communauté internationale, au sein de la communauté régionale, eh bien, mieux vaut une mauvaise élection que de retourner dans la situation antérieure de pouvoir militaire. C'était cette situation. Malheureusement, au fur et à mesure, M. Condé n'est pas parvenu donc à faire fonctionner les outils de dialogue et on arrivait carrément à une situation de bras de fer permanent qui aboutit donc à ce règlement malheureusement violent des différents politiques. OK. Merci. Assur Bonga. Je pense que on va même tolérer 2010, on va même tolérer tous les désespoirs justement qui sont matérialisés par Alpha Condé. Allons-en au fait. Il arrive, il fait un changement constitutionnel qui est mal accepté. Une fois que tu es élu, il faut regarder la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que tout de suite, du point de vue international, ça passe moins. Il n'y a qu'à regarder l'interview d'Emmanuel Macron où il comparait la situation en Côte d'Ivoire à celle de Guinée, par exemple. Deuxième chose, quand on compare encore nos deux pays, en Côte d'Ivoire, il y a une véritable politique de dialogue et de réconciliation qui est mise en place. Le président Ouattara rencontre le président Rikonan Bédié, il rencontre Laurent Gbagbo. Donc il y a des images pour décrisper. On réussit à organiser des élections législatives avec la participation de toutes les forces politiques. Vous voyez, donc, d'une crise, on réfléchit à comment sortir de la crise et on le réussit par le dialogue. En Guinée, ce n'est pas le cas. La crise, elle a été renforcée même avec le temps, puisque aucun dialogue, aucun débat, les gens qui sont toujours arrêtés, qui sont toujours en prison. Et quand on s'ajoute à cela plutôt la situation économique tendue, voilà le cocktail Molotov qu'on a. Et pour terminer, je le dis, on ne le dit pas assez, mais sous ce conflit, il y a eu des tensions qui existaient déjà entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire, surtout autour de la gestion de ces forces spéciales. Donc, pour me résumer, si Alpha Condé, même sa 4e République passée, s'était inscrit résolument dans une politique d'abord de dialogue, ensuite de corriger les erreurs du passé, une politique de vivre ensemble, je pense qu'il aurait emmené un signal plus positif. Mais le signal aujourd'hui est négatif. Seydou Dalein Diallo est pratiquement en résidence surveillée, il y a encore des opposants en prison, et une situation économique délétère, il est en tension ouverte avec Macky Sall. Voilà, il est mal accepté par la communauté internationale. Il n'y a qu'à regarder comment Emmanuel Macron a commenté son 3e mandat. Donc, il y a tout cet environnement qui n'a pas su ou qui n'a pas pu détendre pour permettre justement de prolonger et d'essayer malgré tout d'avoir une situation normale qui aurait pu lui permettre de terminer son mandat. Alors, comment voyons-nous la suite de la situation en Guinée? Quel sera l'avenir de la Guinée à partir de ce soir? Si le coup d'État est confirmé, le CNRD appelle les autres forces à se rallier, parce que c'est plus ou moins un appel à cela. Comment on voit donc la suite, professeur Dion? Moi, j'ai toujours peur quand les militaires s'immiscent dans la politique. J'ai toujours peur parce que, dans le principe, les militaires sont faits pour défendre la patrie. Et donc, la logique qui guide le militaire, c'est la logique du cœur, du courage, de la force. Quand les militaires s'invitent ainsi dans ce débat, c'est lié au contexte historique. On ne va pas revenir sur les causes. Il y a forcément une raison. Mais quand ils viennent, j'emploie une expression qu'on a utilisée ici dans ce pays, c'est pour un coup de balai. Ils estiment qu'il y a une classe politique qui a échoué, qui est peut-être corrompue, qui est prédatrice, qui doit partir pour que la situation soit assainie. C'est ce que j'ai cru entendre dans les déclarations du leader des militaires, mais après, à quelques rares exceptions près, quand les militaires prennent le pouvoir de cette manière, ils ont tendance à s'enquister au pouvoir. C'est pour ça que moi, j'ai un peu peur. Mais je voudrais... Vous craignez qu'un pouvoir militaire s'installe? Je crains que
ne manipule encore d'une façon ou d'une autre la Constitution pour se donner de nouveaux habits de démocrate et de civil pour pouvoir garder la réalité du pouvoir. Mais je pense que c'est des Africains. Ils voient la réalité africaine, ils voient comment les populations africaines souffrent, comment les Guinéens souffrent, et ils ont l'occasion historique de ne pas faire du dadis. Parce que le souvenir de dadis est encore là dans nos mémoires, je crois. Et nous les encourageons à faire en sorte que ça n'en soit pas quelque chose comme ce que dadis nous a donné. Valentin Bougang, vous avez les mêmes craintes? Oui, le pouvoir militaire, presque partout, inspire toujours une certaine crainte. C'est vrai qu'avec l'évolution de la situation dans la sous-région, avec notamment la condamnation qui est pratiquement systématique des coups d'État, que ce soit par la CEDEAO ou par l'Union africaine, il est difficile aujourd'hui pour un pouvoir militaire de rester longtemps, en tout cas indéfiniment, au pouvoir. Ça, c'est déjà peut-être un élément qui puisse rassurer sur le fait que si le coup d'État est acté, eh bien, ce pouvoir militaire ne pourra pas rester plus longtemps. Maintenant, ma réflexion va un peu plus loin. Parce qu'on a souvent tendance à dire, bon, les militaires sont arrivés, c'est très dangereux, qu'ils s'en aillent rapidement. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse. Parce que s'ils s'en vont rapidement sous les coups de boutoir de la communauté internationale, si on les pousse, parce que la CEDEAO directement va produire un communiqué. Voilà, sortir un communiqué pour condamner, réclamer le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un peu la panoplie habituelle. Mais maintenant, au plan pratique, comment faire en sorte que ce pays qui sort dans une situation de blocage politique, que les militaires qui arrivent puissent repartir comme ils sont venus, sans qu'il y ait des débuts de solutions à ces blocages politiques permanents. C'est ça ma crainte. Aujourd'hui, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut, au nom de la démocratie et autres, demander aux militaires de partir immédiatement, ou bien au nom d'un certain réalisme et vu la situation antérieure en Guinée, est-ce qu'il ne faut pas plutôt encourager peut-être les militaires à faire en sorte que le coup de balai dont parlait le professeur Dion puisse véritablement se faire pour que cette classe politique qui globalement a échoué, tout comme les classes militaires précédentes, pour que cette classe politique puisse être renouvelée, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. Tant qu'il n'y a pas une vraie culture démocratique dans le pays, eh bien les élections, ce seront des élections de façade. On est un peu dans le mimétisme constitutionnel, dans le formalisme, mais dans la réalité des cas, il y a des élections qui sont tenues dans un contexte où les tensions communautaires, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui les tensions communautaires en Guinée sont à leur paroxysme. Et si on n'a pas adressé ces véritables questions, je pense que si les militaires s'en vont sans que ceci soit réglé, eh bien on retombera plus tard dans une autre... On sortira de la parenthèse Condé pour entrer dans une petite parenthèse militaire, entrer à nouveau dans une parenthèse civile qui va décevoir, comme on a vu en Guinée, au Mali. Exactement. Alors, vous avez parlé, avant de vous donner la parole, vous avez parlé du communiqué de la CEDEAO et je tiens ce communiqué, je vais lire quelques lignes de ce communiqué pour informer nos téléspectateurs. La CEDEAO note avec une grande préoccupation les récents développements politiques survenus à Conakry, République de Guinée, et condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup d'État de ce dimanche 5 septembre 2021. La CEDEAO exige le respect de l'intégrité physique du président de la République, le professeur Alpha Condé, et sa libération immédiate sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées. Elle exige également le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. La CEDEAO réaffirme sa désapprobation de tout changement politique anticonstitutionnel et demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine et exprime sa solidarité envers le peuple et le gouvernement guinéen. Voilà, Arthur Bonga, vous avez souhaité donner votre avis sur la suite. La suite, d'abord, dans l'immédiat, ça va dépendre dans la soirée de ce que vont faire les forces de l'intérieur. Je pense qu'elles ont d'ailleurs la capacité de réagir. En général, les gens concentrent l'essentiel de l'équipement sur les forces spéciales et surtout. Donc, deuxième chose, on en parle, ça va dépendre de ce que la CEDEAO fera. Voilà. Moi, je pense très honnêtement que un retour à l'ordre constitutionnel quand le coup d'État est acté, ça, pour moi, c'est très hypothétique. Par contre, il faut évidemment protéger la vie des populations. D'abord du président Alpha Condé et des populations. Moi, je pense que cette transition, où je suis d'accord avec Valentin, elle doit permettre dans un temps relatif
de réfléchir et d'asseoir les bases d'une démocratie. Mais ce n'est pas le rôle des militaires. La CEDEAO doit faire en sorte que ces militaires retournent dans la caserne et qu'on trouve en Guinée des personnes capables, un gouvernement de transition nationale qui sera capable, dans un délai précis, de réfléchir sur les bases d'une Guinée solide. C'est-à-dire réfléchir à la mise en place d'institutions fortes, réfléchir à la mise en place d'un système électoral auquel les populations ont confiance. Et ça, c'est le rôle de la CEDEAO qui doit être, pour moi, le principal moyen, le principal canal pour ramener la Guinée dans le bon sens. Elle ne doit pas manquer cette occasion. Je vais terminer encore sur la CEDEAO pour dire que la CEDEAO, plutôt qu'à de venir condamner tous les jours les changements d'ordre constitutionnel, il faut qu'elle réfléchisse, elle anticipe sur les causes des changements d'ordre constitutionnel. La CEDEAO était là quand il y avait les tensions tous les jours en Guinée. Elle envoie une délégation qui a fait un semblant de médiation et qui a pris les bagages pour retourner dans leur base. Et aujourd'hui, ils sont surpris. Il faut que la CEDEAO prenne son leadership, elle prenne la place qui est la sienne dans la stabilité, dans l'économie et aussi dans la démocratie de l'Afrique. Moi, je crois à cette institution sous-régionale et d'ailleurs aux institutions panafricaines. Je pense qu'elle a l'occasion de surveiller comme de l'huile sur le feu ce qui va se passer dans les prochains jours. Elle réussit dans une certaine mesure au Mali. Il faut aller plus fort en Guinée et s'assurer que si jamais on a un coup d'État, que ce ne soit pas inutile, que ce ne soit pas un coup d'État à la Dadis, mais que ce soit un coup d'État sous assistance de la CEDEAO qui va permettre à la Guinée Et il faut que la CEDEAO aussi, à partir de ce coup d'État-là, fasse de telle sorte qu'il n'y en a plus. Qu'elle soit ferme contre les coups d'État et qu'elle travaille aussi un système d'alerte précoce qu'elle a à prévenir ces coups d'État. C'est très important en Afrique. Et ce sera certainement, je vous permets de donner un dernier mot sur la question. On aura certainement l'occasion de revenir en profondeur sur la situation en Guinée. Quel est votre dernier mot sur cette situation, professeur Dion? Mon dernier mot, ce sera d'abord, je vais dire, des mots de déception. Par rapport à ce qu'on appelait à l'époque nos opposants historiques. Si vous faites le point de tout ce qu'on appelait opposants historiques, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont échoué. Ça s'est mal terminé. Ça s'est mal, dans la plupart des cas. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge. Deuxième chose, on ne construit pas la stabilité d'un État sur un individu, c'est-à-dire sur la question des hommes forts. La stabilité d'un État, c'est d'abord des institutions démocratique forte. Si on veut que l'Afrique se retrouve et si on veut que nous agissions comme des citoyens dans un État et que nous prenions enfin la route du développement, il faut travailler à faire en sorte que les institutions soient plus fortes que les individus qui dirigent les États. Valentin? Deux sentiments m'animent, pour vous dire vrai. Le premier sentiment, c'est, pour ne pas employer le même mot de déception, professeur Dion, eh bien voilà quelqu'un qui se rêvait en Mandela de la Guinée, en Mandela de l'Afrique de l'Ouest, et qui finit comme Mugabe, pratiquement. C'est une grosse déception, et on se pose la question à chaque fois, je pense que lui-même, quelqu'un a parlé de l'effarement, c'est un autocrate qui tombe des nues. M. Condé tombe des nues aujourd'hui, parce qu'il a vécu dans l'illusion qu'il pouvait faire ce qu'il voulait en Guinée, qu'il était élu démocratiquement et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait indéfiniment. Le deuxième sentiment, c'est par rapport même à la démocratie dont on parle en Afrique. Eh bien, tantôt on dit que ça avance, mais on voit très bien que les régions où elle est supposée avancer, ce sont des régions où on retourne toujours au coup d'État. En Afrique de l'Ouest, en dehors du Sénégal, chaque pays de la zone CEDEAO a connu des coups d'État ou un coup d'État. Ça, c'est une situation qui doit amener normalement à réfléchir. Il ne s'agit pas seulement parce que dans les heures qui suivent, les jours qui viennent, la CEDEAO va organiser un sommet, ainsi de suite, des résolutions vont être prises, mais ça ne dérègle rien. Le problème de fond demeure. Okay. Lorsqu'on voit qu'à chaque fois qu'on pense qu'on est en train d'avancer sur le plan démocratique, il y a toujours des reculs, il y a des coups d'État qui interviennent, ça interpelle. Est-ce que nous avons en Afrique des modes de gouvernance politique qui sont adaptés à nos réalités? C'est de cela qu'il s'agit. À un certain moment, c'était des mandats indéfinis. Après, on a dit non, démocratiquement, il faut 2 mandats et puis ça suffit, pour mimer le cas français, en réalité. Et quand la France est retournée donc à la limitation des pouvoirs, eh bien en Afrique, on dit ah oui, il faut limiter les pouvoirs.
Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, en Guinée comme ailleurs, tous les pays ont pratiquement leur stratégie d'émergence économique et tout ça. Et la stratégie d'émergence est calquée sur quoi? Sur le modèle des pays d'Afrique, d'Asie. C'est les pays dans les tigres d'Asie du Sud-Est dont on parle, on veut leur ressembler. Mais lorsque vous interrogez les pouvoirs politiques, les modes de gouvernance politique de ces États, ça n'a pas été le même cas que chez nous, où on veut arriver à l'émergence économique en utilisant des modes de gouvernance d'autres types de sociétés qui peuvent inventer des gadgets parce qu'ils sont déjà arrivés à un certain nombre, à un certain niveau de développement, ce que nous, nos pays ne peuvent pas se permettre. Encore une fois, il faut repenser la démocratie en Afrique. En Afrique, parce que je pense que nous avons des modèles qui ne sont pas adaptés du tout à nos réalités. Et tant que ce sera le cas, on retombera toujours. On va organiser une élection par-ci, les opposants vont venir féliciter le vainqueur, comme on a vu au Mali, et puis peu de temps après, eh bien, tout le monde sera dans la rue pour acclamer un nouveau coup d'État. Ok, merci. On vous a bien compris. Arthur, avant de vous donner la parole pour votre dernier mot, je voudrais juste préciser que Cellou Dalein Diallo a donc fait un tweet pour démentir son arrestation. Il rassure ses partisans. Voilà, ce tweet que vous voyez donc à l'écran, il n'a pas été arrêté selon le tweet que nous sommes en train de lire. Oui, Arthur Bonga, votre dernier mot rapidement. Dernier mot rapidement sur, je vais rappeler que dans l'Asie du Sud-Est, vous en avez la Chine, tous les autres pays sont des démocraties. Singapour, Corée du Sud. Mais comment ces pays ont commencé? C'est de ça que je parle. Non, comment ils ont commencé? Donc, le problème, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est ce qu'il nous faut. C'est justement parce qu'on applique très mal cette démocratie qu'on a des problèmes. Là, je répète, dans toute l'Asie du Sud-Est, excepté la Chine, on a des démocraties qui fonctionnent très bien. Donc, le problème au Mali... Non. Oui. Parce que quand vous prenez, par exemple, la Corée du Sud, comment est-ce que la Corée est arrivée à être une démocratie? C'est de ça que je parle. Il y a eu un cheminement. Non, il y a eu un cheminement. Il y a eu un pouvoir militaire qui est resté 11 ans, au moins avant que le général ne soit assassiné et que les choses reprennent leur cours. Il y a eu des bases qu'il a posées. Lorsque vous regardez Singapour, pendant près d'une vingtaine d'années, c'était le même Premier ministre. Pendant une vingtaine d'années, c'est lui qui a fait de Singapour. Non, je veux dire qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est de la démocratie. On vous a bien compris, Valentin Mbonga. En Afrique, on a eu des partis unis qui ont duré plus que ça. Le gros problème, il faut arrêter de dire la démocratie. Ces pays-là pratiquent la démocratie. Et donc, le problème, ce n'est pas la démocratie. C'est ce qu'il nous faut. La dernière, moi, je vais terminer quand même avec beaucoup de déceptions, mais aussi une note d'espoir. C'est de dire que la CEDEAO doit pouvoir saisir cette chance pour redonner confiance à notre classe politique. Il doit même être de plus en plus responsable. Et je termine, la démocratie, c'est ce qu'il nous faut. D'accord, la démocratie, c'est ce qu'il nous faut. Valentin Mbonga a une autre approche. D'accord, donc une démocratie... Ce que je remets en cause, c'est la démocratie à l'Occident. Vous parlez d'une démocratie calquée? Non, elle n'est pas. Il y a plusieurs pratiques. La démocratie telle qu'elle est pratiquée en France, ce n'est pas la même façon qu'elle est pratiquée. D'accord, merci. On vous a bien compris, messieurs. Et cela nous donne, en tout cas, envie d'organiser un autre plateau pour faire un débat sur la démocratie ou le modèle démocratique que devrait adopter l'Afrique. Nous devons passer maintenant à notre second sujet. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder ce deuxième sujet que nous avons annoncé en début d'émission. Il s'agit des violences basées sur le genre. Nous allons faire l'état des lieux des violences basées sur le genre. Je vous propose ce reportage de Salif Yalepé, le temps donc de permettre aux invités de cette seconde partie de s'installer. En 2020, quelques 5405 cas de violences basées sur le genre ont été officiellement enregistrés en Côte d'Ivoire. Ces violences concernant entre autres les violences conjugales, les agressions sexuelles, physiques, des mariages forcés. Du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021, ce sont déjà 2035 cas qui ont été signalés. L'État ivoirien, appuyé par les organisations de la société civile, mène en synergie, depuis quelques années, des actions comme l'atteste la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, lors de son passage récemment sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Des résultats probants. Au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, des actions ont été prises. Au niveau du ministère, il y a un travail formidable qui a été fait. Alors, en 2014, nous avons déjà, au niveau étatique, assisté à l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, cela a été adopté. Aujourd'hui, vous avez 176 plateformes
de lutte contre les violences basées sur le genre sur toute l'étendue du territoire. Et nous sommes soutenus à cela par les organisations de l'ONU. Vous avez le FNUAP et vous avez le PNUD. Le FNUAP qui nous aide à l'installation des plateformes. Et ces plateformes-là qui sont composées de représentants de la société civile, de religieux. Et je peux vous dire que ça donne un résultat. Avec la survenue de la pandémie de Covid-19, la situation s'était aggravée. Les filles et les femmes ont été les plus vulnérables dans les communautés, à en croire le Fonds des Nations Unies pour la population. Alors que l'attention de l'ensemble de la société est focalisée sur l'évolution de la pandémie, la charge de travail des femmes est devenue de plus en plus élevée et les femmes de plus en plus victimes de violences, de viols, de mariages précoces et d'excisions. La sensibilisation doit continuer, la répression des cas de violence doit s'accentuer. Retour sur le plateau de NCI 360. En début d'émission, nous avons parlé de la situation en Guinée où un couvre-feu a été instauré par le CNDR. Les putschistes revendiquent l'arrestation du président Alpha Condé. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler des violences basées sur le genre. Et pour aborder ce sujet, nous recevons M. Kwadio Yeboah. Bonsoir, monsieur. Vous êtes conseiller psychologue. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Socrate Kofi. Vous êtes responsable communication du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est bien cela. Exactement. Merci d'être avec nous. Nous avons Fatim Koné qui est esthéticienne et qui va partager avec nous son expérience. Bonsoir Fatim. Et merci d'être là également. Et ensuite, nous avons Madame Soumaoro Assanata. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Vous êtes chef de département droit de la femme au Conseil national des droits de l'homme. Effectivement. Voilà, je sais que c'est plus long que ça, mais j'ai réduit. Et ensuite, nous avons Monsieur Koulibaly Pélébien Ghislain. Vous êtes sociologue, expert en genre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et merci d'être là. Et nous avons également Sylvia Apata qui est juriste consultante en VBG. Bonsoir. Et bonsoir à tous encore et merci d'être avec nous. Alors pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre et de savoir de quoi nous parlons ce soir, parce qu'on parle de violences basées sur le genre. Et je sais que vous êtes des experts, vous travaillez tous sur ces questions. Donc cette question va s'adresser à vous tous. Chacun va prendre un pan. C'est quoi les VBG? Monsieur Kofi. Merci. Les violences basées sur le genre, on va les résumer pour dire que c'est tout acte nuisible perpétré sur une personne qui est susceptible de lui apporter une gêne, et tout ça, et qui est fait contre sa volonté. Et en termes de violences basées sur le genre, la typologie nous dit qu'on a 6 types de violences basées sur le genre. On a le viol, on a l'agression sexuelle, on a l'agression physique, on a les mariages forcés, on a les dénis de ressources, d'opportunités ou de services, et enfin on a les maltraitances psychologiques. Alors vous avez cité les types de violences basées sur le genre. Je vais demander à Madame Assanata de définir l'un de ces types-là. Alors, d'entrée, voilà, on parlera tout simplement du viol, qui est l'un des actes les plus attentatoires même à la dignité humaine. Le viol est défini par le code pénal ivoirien, qui, pour résumer, on retiendra que le viol, c'est tout acte de pénétration anale, buccale, vaginale, perpétré sur une personne contre sa volonté, avec un objet ou toute autre partie de son corps. Okay. Donc, pour résumer, voilà un peu ce qu'on pourra retenir du viol. Sylvia Apata, on a parlé de violences domestiques, d'harcèlement. Oui. On a parlé de violences sexuelles dans le viol, des agressions sexuelles. On a aussi les violences conjugales. On a les violences économiques en termes de déni de ressources et d'opportunités. On a les violences... Vous pouvez mieux expliquer les violences économiques? Oui, les violences économiques, au fait, c'est une situation généralement que les femmes qui sont en situation de pauvreté vivent. C'est-à-dire que vous vivez avec votre mari, vous dépendez financièrement de lui et il le sait. Et donc, il utilise
ils vous privent des vivres quand vous refusez de faire ce qu'ils veulent. Okay. Donc ça, c'est une forme de violence aussi qui est répandue, qu'on constate dans les ménages. On a également les mutilations génitales féminines. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de la loi, la Côte d'Ivoire, d'abord, sur le plan international, est partie à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la CEDEF. Et ensuite, au plan régional, on a le protocole de Maputo. Et enfin, au plan interne, nous avons le code pénal et le code de procédure pénale qui réprime toutes ces violences que nous pouvons constater. Mais avant de poursuivre, si vous permettez, vraiment c'est pour moi aujourd'hui l'occasion de prendre la parole pour dire encore notre indignation en tant que militante féministe de ce qui a pu se passer sur le plateau de NCI. Nous témoignons de notre indignation et nous compatissons à la douleur des téléspectatrices, de toutes les femmes qui ont été victimes et qui ont ressenti le coup. Et nous sommes là aujourd'hui, ce soir, pour montrer ce que doit être la télévision, c'est-à-dire l'éducation. Merci Sylvia Pata, on vous a bien compris. Monsieur Coulibaly, est-ce qu'il y a un type de violence sur lequel vous aimeriez revenir? Oui, avant de revenir sur le type de violence, vous me permettrez de faire une différence entre les violences faites aux femmes et les violences basées sur le genre. D'accord, c'est quoi? Parce que c'est fondamental, parce que les violences basées sur le genre touchent à la fois les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est vraiment la différence. Et vous constaterez que les violences basées sur le genre sont basées sur les stéréotypes. Donc c'est tout acte qui prend tout son ancrage sur la différenciation sociale qui est prescrite dans la société. Parce que de façon prosaïque, on pourrait définir le genre comme ce qui fait la différence entre un homme et une femme, une fille et un garçon dans la société. Alors, je voudrais revenir sur un type de VBG qui de plus en plus prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il s'agit des violences psychologiques et émotionnelles. Parce que quand vous regardez en Côte d'Ivoire, quand on parlait de violences basées sur le genre, tout de suite, le réflexe, c'était les violences physiques. Les violences physiques, donc coups et blessures. Mais de plus en plus, avec les efforts consentis par le gouvernement, les efforts consentis par les organisations de la société civile, les partenaires au développement, les communautés, les populations ont commencé à comprendre qu'effectivement, proférer des injures à l'égard de quelqu'un, c'est aussi classé comme violence basée sur le genre. Mais c'est quoi une violence émotionnelle? C'est une injure? Non, mais lorsque vous êtes victime de raillerie, lorsque vous êtes victime de jurons, votre moi peut prendre un coup, donc peut être affecté. Donc cette violence psychologique, cette violence émotionnelle peut justement créer cette crise de confiance en soi, cette crise de leadership en interne. Et donc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et c'est à saluer. Monsieur Kwadjo Yeboah, j'ai vu que vous voulez réagir en tout cas sur ce point. Dites-nous. Je suis totalement d'accord avec Monsieur Sylvain. Il faut dire que, de façon générale, la population est malade. Malade en ce sens que la population subit toutes sortes de violences émotionnelles, psychologiques, et des violences à tous les niveaux, dans tous les différents domaines, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial. Les injures en un point manqué. Et ça crée un déséquilibre psychologique, ça crée un désordre mental. Et ça pousse les gens soit à souvent se replier sur eux-mêmes, ou soit ils sont humiliés, ridiculisés, angoissés, traumatisés même. Et ça fait qu'il y a certaines personnes même qui n'ont pas cette occasion de pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que les psychologues sont là. Nous sommes là On viendra sur le rôle des psychologues et moi je sais... Pour définir les différents types de violences, je peux prendre le mariage d'enfants ou mariage forcé, où les parents essaient de faire un arrangement pour permettre à ce que la petite qui n'est pas à l'âge de contracter un mariage puisse rentrer dans le mariage. D'accord. On peut continuer.
On voit donc tous ces types de... Vous voulez réagir? Je vais vous donner la parole. Je voulais juste compléter par rapport à la définition qu'il donnait sur les mariages forcés. Il y a aussi un type de violence basée sur les gens. Quand on prend le mariage forcé, dans le mariage forcé, on va trouver le mariage d'enfants, c'est-à-dire le mariage des personnes âgées de 0 à 18 ans qui n'ont pas le consentement. En Côte d'Ivoire, l'âge légal pour contracter mariage est de 18 ans, et pour l'homme et pour la femme. Dans ce cadre-là, on ne peut pas faire de mariage. Donc l'union, ça devient une union précoce forcée. Et à côté de cela, on a aussi certaines pesanteurs socio-culturelles telles que le lévira ou le sorora. Vous verrez que souvent certaines personnes, certaines femmes peut-être qui ont perdu leur époux, sont contraintes d'épouser, de devenir l'épouse, le frère ou le beau-frère. C'est culturel, c'est un fondement dans la culture. Oui, c'est un fondement, mais du moment où on n'a pas le consentement de cette dame, c'est une violence des mariages forcés. Ok, d'accord. D'accord, oui, Madame Soumaro. À tous ces types de VBG qui ont été cités, je voudrais relever les dénis de ressources, d'opportunités de services. Quand on parle de déni de ressources, c'est de refuser l'accès, par exemple, à la femme à la terre, ou refuser qu'une fille aille à l'école, ou encore ne pas permettre à la femme d'avoir accès, par exemple, à son compte bancaire. Ou de travailler. D'exercer une activité. Là, par exemple, c'est un type de violence basée sur le genre. C'est régulièrement pratiqué dans nos communautés, mais on ne le sait pas. Sylvia Pata. Oui, et ce que je voulais rapidement ajouter sur aussi, ce chapitre. Oui, c'est que en termes de chiffres, il y a récemment l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités qui a mené une enquête dans les 6 communes d'Abidjan pour les deux dernières années, les années 2020 et 2021. Et il a été révélé plus de 2000 cas de VBG, notamment 1290 cas de mariage forcé, 1121 cas de viol, 416 cas de féminicide. Les cas des féminicides, ce sont les femmes qui meurent sous les coups de conjoints ou de partenaires violents. Et c'est pour nous l'occasion de relever ces chiffres-là. Ça montre que les problèmes de VBG, de violences faites aux femmes et aux filles, les VFF sont un sérieux problème de santé publique, on pourrait le dire en Côte d'Ivoire, et qui nécessite vraiment des actions pour pouvoir lutter et éradiquer ces phénomènes. Alors parlons, avant d'arriver à ces actions, je voudrais rester avec vous, Monsieur Kofi et Madame Soumaro, notamment sur les chiffres. Et M. Koulibaly disait qu'il y a une différence entre les violences faites aux femmes et les violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, à quel type de violence avons-nous le plus à faire? Les violences faites aux femmes ou les violences basées sur le genre? Et quelle est la situation? Est-ce que vous confirmez les chiffres donnés par Sylvia Pata? Ils sont plus, ils sont moins? Bon, Sylvia Pata a ses sources et moi je parle des sources nationales qui sont le GBV, AMS. Pour revenir à ce que M. Koulibaly a dit, je voudrais juste vous rassurer. Quand on parle de violences basées sur le genre, vous voyez cela comme une grande assiette dans laquelle on met une petite assiette qui sont les violences faites aux femmes. Oui. Voilà. Donc pour dire qu'en termes de violences basées sur le genre, elle est plus englobante parce que les violences basées sur le genre traitent les violences faites aux hommes et traitent aussi les violences faites aux filles. Et c'est quoi la situation en Côte d'Ivoire en ce moment? Voilà. En termes de chiffres en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le GBV-IMS, qui est le système de collecte, d'analyse et de données au niveau national. C'est ce qui doit pouvoir être la source et la référence en matière de données selon les violences basées sur le genre. Alors déjà, dans le premier semestre de 2021, nous avons en termes de viol 298 cas de viol. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, nous avons 298 cas de viol. En termes d'agression sexuelle, nous avons 104 cas de mutilation génitale féminine. Et puis nous avons au terme d'agression physique, 481 cas d'agression physique. En termes de mariage forcé, nous avons 34 cas de mariage forcé. Nous avons 752 cas de délit de ressources, d'opportunités ou de services, dont parlait tout à l'heure ma voisine. Et enfin, les violences psychologiques et émotionnelles, 346 cas. Ces chiffres qui sont donnés ici sont les chiffres qui ont été collectés et c'est des cas qui ont été traités effectivement par les services de l'État de Côte d'Ivoire. Madame Soumaro, vous voulez ajouter quelque chose? Ce que mon prédécesseur vient de dire, je voudrais dire que nous également, au niveau du Conseil national des droits de l'homme, dans le cadre de notre mission de protection des droits de l'homme, nous recevons des requêtes, des requérants qui nous saisissent sur des situations, des cas de violences basées sur le genre. Et à notre niveau, nous avons également nos statistiques qui nous donnent des chiffres sur une période. Donc, au cours de l'année 2020, dans le cadre des requêtes qui ont été reçues par la direction des requêtes et des investigations,
nous avons reçu, pour les cas de viol et tentatives de viol, 152 requêtes. Pour les cas de violence conjugale, 89. Les cas de violence physique sur les femmes, 36. Les cas de mariage forcé, 25. Les cas de violence psychologique, harcèlement sexuel, etc., nous en avons reçu 23. Et le total nous donne 325 cas, 325 requêtes reçues par le Conseil national des droits de l'homme. Et pour l'année en cours, les chiffres qui nous sont donnés s'étendent de janvier à août 2021. Donc, pour les cas de viol et tentatives de viol, nous sommes déjà au chiffre de 75. Les cas de violence conjugale, 59. Les cas de violence psychologique et harcèlement, 39. Les cas de mariage forcé, 24. Les cas de violence physique sur les femmes, 13. Et les cas de mutilation génitale féminine, 4. Et également, je voudrais ajouter pour dire que tous ces cas ont été collectés sur l'étendue du territoire national au travers des 31 commissions régionales qui sont des unités opérationnelles du Conseil national des droits de l'homme et qui exécutent le mandat du CNDH au niveau local. Mais également, ces données ont été collectées au niveau d'Abidjan. D'accord. Voilà. Merci pour toutes ces données. On note, c'est vrai qu'il y a quelques différences, mais après, ça dépend de la méthode de collecte. Une chose est sûre, ces données montrent qu'en Côte d'Ivoire, il existe bien des violences basées sur les genres, des violences faites aux femmes. Moi, j'aimerais qu'on parle maintenant de la prise en charge, de l'accompagnement. Lorsqu'une personne a été victime de violences, et là, j'aimerais vous donner la parole, Fatim. Vous avez été victime d'agressions sexuelles. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être accompagnée pour revendiquer vos droits? Oui, mais je pense que rien n'a été fait, en fait. OK. Parce que... Vous pouvez parler un peu plus fort, qu'on vous entend. Je veux dire que rien n'a été fait, moi personnellement. Parce qu'au début, je partais... On m'a accompagnée voir une psychologue à Abidjan ici. OK. J'ai commencé, mais après, bon, je partais plus. Bon, après ça, pas grand-chose, quoi. Parce que je pense que j'étais seule, en fait. Vous avez le sentiment d'avoir été abandonnée, d'avoir laissé pour compte? Oui. Qu'est-ce que vous répondez sur ce plateau à cela? Après, on nous dit, la loi dit, le code pénal dit, mais après, lorsque la situation se présente, les victimes ont l'impression d'être seules. Monsieur Kofi. Merci. Je voudrais d'abord dire Yako à Fatim, c'est ça? Voilà, Yako à Fatim. Je voudrais seulement rappeler quelque chose. Vous savez, la prise en charge, c'est la réponse que nous apportons en termes de soutien, d'assistance et d'accompagnement. D'accord. OK? Alors, lorsque un cas de violence basée sur le genre, un cas de violence sexuelle, un cas d'agression sexuelle survient, il faut pouvoir s'adresser directement à ces différentes portes existantes. Et ces portes-là, quelles sont ces portes? Il faut pouvoir les trouver aussi. Oui, justement. Parce que souvent, les personnes nous disent on a été victime, mais on ne sait pas à qui s'adresser. C'est pourquoi je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à Fatim, mais aussi à toutes les femmes, à toutes les filles de Côte d'Ivoire, mais aussi à tous les hommes de ce pays qui souffrent et qui ne savent pas à qui s'adresser. Vous savez, en matière de prise en charge des violences basées sur le genre, il y a plusieurs portes d'entrée. Souvent, la personne victime, dans notre jargon, nous parlons de survivant. La personne survivante peut, à l'issue de l'incident, trouver une porte d'entrée qui peut être soit la police, le commissariat de police, ou soit la brigade de gendarmerie. Elle peut aller s'adresser directement soit à l'hôpital, elle peut aussi s'adresser aux centres sociaux, qui sont des structures de base du ministère de la Femme, qui a le lead en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Et le ministère de la Femme, fort de son mandat de la stratégie nationale de 2014, a installé des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre à travers le pays. Aujourd'hui, nous en avons 76. Et ces plateformes sont des cadres de collaboration, de référence et de contre-référence des survivantes lorsqu'elles rentrent. De façon terre à terre pour expliquer, pour que l'Ivoirien lambda puisse comprendre. Dès que mademoiselle X est victime de viol, la première chose à faire, c'est d'aller tout de suite à l'hôpital dans les 72 heures. Dans les 72 heures, madame pourra recevoir là-bas. D'abord, on va lui faire un test ARV, un test VIH d'abord, un test VIH, pour savoir si elle n'est pas infectée. Si elle ne l'est pas, c'est bien. On va la mettre sous prophylaxie ARV. On va aussi lui donner la pilule du lendemain pour éviter déjà qu'elle tombe enceinte de son agresseur. On va lui faire les vaccins antitétaniques et aussi les vaccins contre l'hépatite. Déjà, dans les 72 heures, c'est déjà quelque chose
d'important qu'il faut respecter lorsqu'on est victime de certaines formes, certains types de violences. OK. Je sens beaucoup d'impatience sur le plateau, donc je vais vous demander d'aller un peu plus vite. D'accord. En fait, c'est le circuit des prises en charge que je veux expliquer et à Fatim et à tous nos téléspectateurs. Un circuit qui est souvent décrié par la population, qui dit dans la pratique... souvent mal connu. OK, d'accord. Permettons à M. Koulibaly de dire un mot, d'en dire un mot rapidement. Rapidement. Je voudrais dire que la situation des VBG en Côte d'Ivoire est suffisamment grave. Okay. Parce que quand vous regardez de 2016 à 2021, on oscille entre 2000 et 3000 cas. Et quand vous regardez 2016, on avait 3061 cas. Le premier semestre 2020, on était déjà à 2352 cas. Et je vous dis que ce ne sont que des cas rapportés. Ça veut dire que la majeure des cas ne sont pas rapportés, ils sont sous silence. Okay. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il est de mise la culture du silence. Quand on regarde l'idéologie patriarcale dans laquelle les rapports sociaux hommes et femmes baignent, on a cette culture du silence qui ne permet pas aux survivants ou aux survivantes de dénoncer déjà le cas de VBG. Ce qui est suffisamment grave et il faut corriger. Ça, c'est un. Mais de deux, Socrate, qui est du ministère, nous dit aujourd'hui officiellement que nous avons 76 plateformes VBG sur l'ensemble du territoire. C'est bien, mais je voudrais dire que c'est insuffisant. Puisque quand on regarde le territoire national, il n'est pas couvert avec les 76 plateformes VBG. Nous avons, si mes statistiques sont bonnes, nous avons 23 bureaux d'accueil genre dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. 23. Ce n'est pas suffisant. Mais un autre défi, c'est surtout les centres de transit et d'hébergement de nos survivants, de nos survivantes. Quand vous regardez le centre Pavios, il a été longtemps non fonctionnel. C'est récemment qu'il a été réhabilité, mais avec une capacité faible de 8 lits. C'est vrai que la prise en charge, selon la stratégie nationale de lutte contre les VBG, est holistique, prise en charge médicale. Mais quand on parle de prise en charge médicale, le certificat médical, il est toujours à 50 000 francs. Donc c'est un plaidoyer que nous devons faire pour que ce certificat médical-là puisse être réduit et permettre aux suivantes d'avoir accès à ce certificat. OK, Cynthia Pata, vous allez répondre. Je vais leur permettre de dire ce qu'ils ont à dire. À la suite de ce que Ghislain a dit, je veux dire que dans le mécanisme même de prise en charge, ce qu'il est constaté, c'est que c'est vrai, comme Socrate l'a dit, c'est vrai que le ministère a fait beaucoup d'efforts en la matière, mais on constate que déjà, au plan médical, les médecins sont insuffisamment formés sur la question des VBG. Donc, les victimes ne sont pas toujours bien accueillies comme cela se doit. Le traitement ne se fait pas comme cela se doit. Au niveau juridique, on constate le mauvais accueil des suivantes et des victimes dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Parce que les officiers de police judiciaire sont insuffisamment formés sur la question des VBG. Et ça, c'est de nature à dissuader, ça dissuade beaucoup les suivantes. Ensuite, quand on parle le volet psychologique, il n'existe pratiquement pas. La prise en charge psychosociale, elle est très rare, elle se fait pas, elle est insuffisante, elle est vraiment insuffisante. Donc, ce sont ces problèmes-là que nous rencontrons sur le terrain et qu'il faut vraiment, il faut encore renforcer les politiques pour qu'on puisse avoir de véritables impacts. Monsieur Kofi, avant de venir à vous, Monsieur Kadio Yeboah, qui est psychologue, justement, je sais que vous êtes très impatient. Voilà, on va vous donner la parole. Je peux dire aussi que je suis acteur de lutte contre les VBG. D'accord. Je suis formateur au niveau national. OK. Nous étions dans la mise en place de plusieurs plateformes au niveau national. Il faut vraiment saluer le gouvernement qui fait de son mieux de pouvoir vraiment installer ces plateformes. Dans les plateformes, tu peux trouver toutes sortes d'acteurs, que ce soit au niveau communautaire. On trouve les leaders communautaires, les guides religieux, tout le monde est acteur dans la plateforme. La question, c'est est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui? Par rapport à la population, à l'effectif, il y a encore des efforts à fournir. Sinon, ce n'est pas trop suffisant. Mais je me dis, on va pas à pas. On va pas à pas, on ne peut pas tout avoir à la fois, mais il faut aller au mollo-mollo. Voilà. OK, Monsieur Kofi. Par rapport à ce qu'elle a dit dans sa prise en charge, il faut dire que la prise en charge, c'est vraiment un processus. C'est un processus et c'est étape par étape. Si tu t'arrêtes en cours de chemin, tu ne peux pas vraiment obtenir ce à quoi tu t'attends. Donc certainement, peut-être qu'elle n'a pas allé jusqu'au bout des étapes parce qu'il y a le suivi psychologique qui permet aux psychologues ou aux travailleurs sociaux
de pouvoir l'accompagner pour l'aider à résoudre le besoin pour lequel elle est à l'intérieur d'elle en train de souffrir. OK, et elle a envie de vous répondre, je l'ai vu. Dites-nous. Je suis là. Il a dit les prises en charge. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a rien en fait. OK. Parce que moi, j'ai porté plainte au commissariat, à la gendarmerie, à la police criminelle. Rien. Et puis aussi au plateau, comment on appelle le camp déjà? À la justice en fait. OK. J'ai porté plainte là-bas, rien. Rien, je suis allée à l'hôpital pour le certificat médical qu'il a dit. On m'a dit de payer 50 000. OK. Quels sont les 50 000, on n'a pas fait. Donc j'ai juste fait mon test et puis ils m'ont donné les pilules et tout. D'accord. Monsieur Kofi et Madame Soumoro, nous allons vers la fin du temps imparti pour ce sujet. Oui, c'est dommage. Qu'est-ce que vous répondez à... C'est dommage. Mais vous avez quand même le temps de répondre. Il y a beaucoup d'informations à pouvoir donner. Donnez-nous. Je voudrais déjà rebondir sur l'intervention de M. Ghislain, qui a fait une lecture de l'évolution des données en matière de violence basée sur le genre de 2016 à 2020. Je crois que c'est normal que les chiffres partent crescendo. Vous voyez, déjà pour le premier semestre, nous avons organisé 390 sessions de sensibilisation. J'ai dit 390. Donc vous voyez que chaque fois que nous organisons ces sessions, déjà, ça amène des gens à briser le silence. Et la politique de tolérance zéro est en train d'être mise en marche. C'est vrai que c'est encore timide parce que souvent, il y a des présenteurs socio-culturels qui font qu'on ne dénonce pas. Mais je pense qu'avec ces sensibilisations, on commence à avancer. Et puis, autre chose aussi que M. Ghislain a dit, il a parlé des bureaux d'accueil genre. Pour revenir un peu à ce qu'on appelle, elle a parlé d'accueil. On a 30 bureaux d'accueil, genre, et non 23. Monsieur Kofi, moi, j'aimerais, au regard du temps, je vais vous dire, j'aimerais qu'on puisse aller sur le fonctionnement. C'est vrai, ces bureaux sont installés. On a des comités, des plateformes. Mais dans leur fonctionnement, est-ce qu'ils fonctionnent comme il le faut? Fatim vous dit, je suis allée, j'ai porté plainte, j'ai suivi le process, on m'a demandé de payer 50 000 francs pour un certificat. En fait, j'allais en venir. Pour le certificat médical. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup progressé dans ces genres de démarches. Déjà, en 2016, il y a une circulaire interministérielle du 4 août 2016 qui ne conditionne plus la réception de plaintes en matière de violence basée sur le genre à la production d'un certificat médical. Est-ce que c'est appliqué? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites aussi de l'application? Oui, c'est appliqué. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire obligation à Mme Fatim de produire un certificat médical afin que sa plainte soit reçue. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire, c'est plus possible. D'accord. Voilà. Et puis aussi... il a parlé de l'accueil, elle a parlé de l'accueil. À ce niveau-là, on a installé des bureaux d'accueil gens et on continue d'installer des bureaux d'accueil gens au sein des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. Quand vous prenez le cas de la police nationale que vous avez peut-être décrié, on a une charte d'accueil. C'est déjà quelque chose. Désormais, lorsque une victime vient pour un cas de violence sexuelle, un cas de viol, vous n'êtes plus reçu comme tout le monde au poste de police, au comptoir là. Tout de suite, vous êtes orienté vers un bureau dédié. Vous comprenez? Pour être pris en charge et être mis en confiance. Parce que je pense que c'est d'avoir confiance d'abord à nos institutions. Et c'est aussi d'avoir la véritable information. Parce que quand vous partez dans une structure peut-être privée, pour votre prise en charge, ça serait un peu compliqué. Mais dès lors que la porte d'entrée est soit le centre social, soit le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, soit le tribunal, soit l'hôpital, le centre de santé, vous verrez que lorsque la plateforme qui est installée dans la localité, la plateforme de la prise en charge devient multisectorielle. Okay. Et disons, d'accord. Permettons à Mme Koulibaly, voilà, pas Mme Soumoro, pardon, qui est très impatiente de réagir. Et ensuite, vous allez donner le complément. Déjà, d'entrée, je voudrais réaffirmer le soutien du Conseil national des droits de l'homme à toutes ces victimes de violences basées sur le genre, notamment de viol, mais également des survivantes, notamment Miss Fatim. Et de vous dire également de ne pas vous décourager, parce que la procédure ne fait que commencer. Vous avez entamé et on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. C'est tout un process qui est en cours. Et je pense bien que... Justement, ne faut-il pas réduire le temps de ce process, d'après vous? Si, l'idéal serait que cette procédure-là se fasse de manière assez rapide pour permettre la réhabilitation de la victime. Et pour qu'on y arrive, c'est tout un travail de fond qui doit être fait. Et ce sont des réactions comme celle de Miss Fatim qui nous démontrent que
le système de prise en charge a des insuffisances et qu'en dépit des actions de l'État, en dépit des actions des ONG, des structures qui interviennent dans la prise en charge des VBG, la prise en charge des violences basées sur le genre, il y a encore des défis à relever. Et ces défis-là, il faudra les pointer du doigt, les faire ressortir afin d'apporter des réponses appropriées aux problèmes de ces victimes de violences basées sur le genre. OK. Voilà. Sylvia Apata, vous êtes juriste et moi j'aimerais que vous réagissiez sur la question du certificat médical. Il n'est pas on ne l'exige plus lorsqu'on porte plainte, mais on en a besoin lorsqu'il s'agit d'un procès, par exemple, et le montant est toujours de 50 000 francs. Il est 50 000 francs et il est hors de portée de la majeure partie des victimes. Donc ce qui est justement au niveau, comme Socrate le disait, au niveau de la loi, c'est qu'il y a un décret ministériel depuis maintenant 4 à 5 ans qui n'impose pas le certificat lors de l'enregistrement de la plainte. Mais ce que nous constatons sur le terrain, puisque les policiers et les gendarmes ne sont pas formés sur la question des VBG, c'est qu'on continue de conditionner la réception de la plainte au certificat médical. Donc oui, l'État a fait beaucoup d'efforts en termes de mécanismes de prise en charge, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que beaucoup reste à faire sur le terrain et nous ne pouvons pas faire une bonne prise en charge VBG en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas le renforcement de capacité, si nous ne mettons pas les moyens qu'il faut dans les hôpitaux, avec les assistants sociaux, les ONG qui font un travail formidable sur le terrain, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. OK. Et moi, je vais faire rapidement un tour de table pour des raisons de timing. Notamment, quelles sont vos recommandations? D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, mais sinon même pour arriver même à éradiquer ces violences-là? Monsieur Koulibaly. Oui, ma première suggestion serait de dire oui, on passe à la généralisation des plateformes VBG sur l'ensemble du territoire, mais encore faut-il que ces plateformes soient accompagnées. Parce que malheureusement, les plateformes VBG ont de bons professionnels. Malheureusement, les problèmes de moyens sont posés. Parce que ces plateformes sont souvent à la solde des partenaires au développement. Dès que le financement prend fin, automatiquement, on a des difficultés dans le fonctionnement. Et un autre élément important, c'est que la masculinité toxique semble être à l'origine des nombreux cas de VBG. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Lorsque tu bats ta femme, lorsque tu violentes ta femme, lorsque tu violes ton épouse ou un autre partenaire, ce sont des cas qui sont à proscrire. Donc nous parlons de masculinité souvent hégémonique, masculinité dominante. Et ce qu'il faut, c'est que dans la sensibilisation, il faut chaque fois associer aussi les hommes. C'est important. On parle de la problématique du genre. On ne parle pas qu'uniquement que des femmes. Les femmes sont convaincus, mais les hommes également doivent être sensibilisés aux valeurs de la masculinité positive, que sont l'équité, l'égalité, la liberté d'expression et même l'autonomisation. Et je voudrais terminer en disant que l'un des défis ou l'une des principales entraves de l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, c'est bien les violences basées sur le genre. Merci, M. Koulibaly. Fatim, vous avez des recommandations, des solutions ou des propositions pour... Moi, ce que je peux dire, c'est de revoir en fait le côté de prise en charge et tout. Okay. Parce que c'est vraiment pas ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, souvent, aujourd'hui, il y a des filles, tout. Elles se font violer, elles ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que on va à la police, on n'a rien, nos parents n'ont pas d'argent. Comment on va faire? Si tu t'en vas avec ton problème à la justice et tout, on fait rien. On fait rien parce que tu n'as pas... Souvent, ils vont te dire de payer tel montant, il n'y a pas. Moi, je suis juste à la gendarmerie, on m'a dit de payer avant de porter plainte. Okay. Ils vont me donner la plainte. Monsieur Kouadio? Donc, oui, voilà. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a des plateformes qui existent, de VBG qui existent, mais le fonctionnement est vraiment lent et très lourd. Ça, il faut être honnête de vraiment signifier cela. Le personnel y est, mais en nombre aussi insuffisant. Il y a, ces centres ont besoin nécessairement de la présence des psychologues. Parce qu'il y a le traitement de la souffrance de l'individu. Souvent, arrivé à certains moments du traitement, celui qui est là, qui est l'assistant social ou, je ne sais pas, un acteur social, il arrive des moments où il est vraiment limité. Et dans ces limites,
il doit faire recours à une autre personne qui puisse vraiment l'aider et l'épauler. Malheureusement, nous constatons l'absence totale des psychologues sur le territoire national. Nous existons, mais nous ne sommes pas employés et nous sommes livrés à nous-mêmes dans les privés et autres. Or, le psychologue a son rôle dans la prise en charge psychosociale. Malheureusement, nous ne sommes pas. Ça, c'est un. En plus, pour le fonctionnement normal des plateformes, il nous faut vraiment de l'accompagnement financier. La plateforme VBG de 220 logements où je suis acteur, nous réussissons à le faire parce que ceux qui viennent, ils viennent parce qu'ils veulent vraiment apporter leur contribution dans les résolutions des problèmes rencontrés à ce niveau-là. Or, dans d'autres plateformes, comme il n'y a pas d'accompagnement financier, les gens ne peuvent pas venir régulièrement et ne peuvent pas intervenir. Donc, un souci de financement. Merci, bien noté. Oui, Sylvia. Oui, en termes de recommandations au niveau juridique, il faut souligner que la Côte d'Ivoire est État partie à la CIDEF et la CIDEF impose aux États parties de faire ce qu'on appelle le régime juridique spécial de répression de l'ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Ce qui nous manque en Côte d'Ivoire parce que c'est vrai que l'arsenal juridique, actuellement, il est, bon, toutes les violences sont plus ou moins traitées, mais il faudrait que nous ayons ce régime juridique spécial-là pour que l'ensemble des violences plus, voilà, que les femmes subissent et les hommes aussi puissent mieux être traités, quoi. Donc ça, c'est la recommandation. Oui, en termes de recommandations, je suggérerais, disons, la formation. Voilà. Mettre un accent particulier sur la formation et du personnel de police, notamment en termes d'accueil, en termes de gestion même des cas de VBG, mais également l'information et la sensibilisation des populations, voire même l'éducation des populations sur les violences basées sur le genre. Il faudrait y mettre un accent particulier et le CNDH travaille à cela, puisque nous faisons la promotion des droits de l'homme. Monsieur Kofi Socrate, assez rapidement. Merci. Je voudrais juste dire quelque chose à Mme Fatim. La réception de la plainte en Côte d'Ivoire, elle est gratuite. OK. On aimerait plus que vous nous donniez des informations, vu que nous sommes à la fin de l'émission. La réception de la plainte en Côte d'Ivoire, elle est gratuite. Et maintenant, concernant l'arsenal juridique, je voudrais informer l'audimat que l'arsenal juridique ivoirien a été renforcé. Depuis 2019, il y a de nouveaux tests qui ont été pris. Saviez-vous que désormais, en Côte d'Ivoire, vous savez, le mineur ne peut pas porter plainte. Lorsqu'un mineur est victime de violences sexuelles, avant son âge de 18 ans, il ne peut pas porter plainte. Et généralement, les violences sont perpétrées dans l'environnement familial, le voisin, l'ami, l'oncle, la tante, souvent le père ou même peut-être la mère. Vous comprenez? Et la loi maintenant vous donne jusqu'à 2 ans après votre majorité pour pouvoir porter plainte. C'est une avancée aussi qu'il faudrait Donc pour vous, il y a beaucoup d'avancées. Voilà. Quelle est la dernière information que vous notez? Lorsque vous êtes sujette à des difficultés dans votre prise en charge, un seul numéro, le 1308. Il est gratuit à partir de tous les réseaux téléphoniques. Le 1308, vous pouvez appeler pour avoir des informations, vous pouvez appeler pour expliquer vos difficultés en termes de prise en charge, vous pouvez appeler même pour votre prise en charge et vous serez orienté partout en Côte d'Ivoire. OK, merci. Partout en Côte d'Ivoire. Merci, on a bien noté le 1308, un numéro donc, que vous pouvez composer si vous êtes victime de violences basées sur le genre ou si vous avez été témoin de ce type de violence. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous avons abordé la situation en Guinée, une situation confuse en ce moment. Et nous avons également parlé des violences basées sur le genre. Nous avons fait l'état des lieux. Merci d'avoir suivi ce numéro d'NCI 360. Le dimanche prochain, vous serez avec Ali Diarasouba. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 dans On en parle. Prenez soin de vous.